RDF. Assalamu alaikum. Oh, mais... ça c'est hors caméra. Ma présidente ne va pas être contente de savoir que tu es le nom président, donc c'est directeur général. Oui, donc, absolument. Quand on en parle, ta façon de parler, c'est seulement les griots qui font ça. Ils font ça. Donc, c'est pour dire que par rapport à l'entrepreneuriat, on a notre culture à nous. RDF. Assalamu alaikum. Mesdames et messieurs, bienvenue sur RDF. Alors, comme vous avez pu le remarquer, on est dans un autre setup. On a quitté le studio. Là, maintenant, on est installé dans le sous-sol de la Maison de l'Afrique. Merci à la Maison de l'Afrique de nous permettre d'organiser ces petites rencontres en famille. On a avec nous des invités de marque qui ressentaient un petit peu de pression quand on les a invités. Pourquoi en fait? Parce que ce sont des gens assez discrets. Ouais. Des personnes en fait, des personnes très réfléchies qui ont des cheminements super intéressants dont on doit parler. En fait, je vais vous expliquer vite fait d'où l'idée est venue d'abord de les inviter en fait. On a deux Kaboré avec nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Ibrahim Kaboré, Monsieur Ibrahim Kaboré, pardon, et Monsieur Draman Kaboré qu'on a l'habitude d'appeler le grand Denkes, notre écrivain, l'écrivain de la famille. Et en fait, on s'est dit, et si on invitait deux Kaboré qui ont deux cheminements différents et avec qui on allait développer sur l'histoire des Kaboré déjà, sur leur propre histoire, et on allait prendre un peu d'énergie d'eux, prendre des conseils, prendre un peu de leur bonne vibe parce que c'est des gens super sympathiques. Bref, mesdames et messieurs, bienvenue à RDF. Vous êtes avec Moussa Slim et le Moula Saïd et c'est parti pour un petit échange d'environ 1 heure. 1 heure du temps, ouais, exactement. Voilà. Alors bonjour nos chers invités, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien et vous aussi? Ouais, ça va, merci. Bonjour à Diawara, bonjour à Cissé, et puis voilà, bonjour à la famille aussi. Merci. C'est intéressant parce que en fait, on a Denkes avec nous aujourd'hui et Denkes, moi j'ai l'habitude d'être interviewé par Denkes. Donc aujourd'hui on échange les rôles. Bon, on a aussi Ibrahim avec nous, Ibrahim Kaboré. On va laisser d'abord Ibrahim se présenter avant de démarrer pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc Ibrahim, qui es-tu? En quelques mots, qui es-tu? Moi je suis burkinabé d'origine et établi au Canada. Donc je travaille dans le secteur du développement économique. Donc en ce moment je suis directeur général de l'organisme Entreprendre ici, qui est mandaté par le gouvernement pour accompagner les entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle au niveau du Québec. Donc c'est un organisme national qui accompagne les immigrants première et deuxième génération pour réussir en affaires au Québec. Nice, c'est bon ça. C'est ça, j'ai dit, on n'a pas n'importe qui. Ouais, c'est ça. Ouais. On a notre autre invité. Je ne sais pas si je dois me présenter, mais bon, je vais me plier à l'exercice. Mon nom c'est Draman Denkes Kaboré, et puis voilà, originaire de la Côte d'Ivoire. Et puis je suis journaliste, écrivain aussi, auteur, et présentement je suis le coordinateur général de l'Académie des Baobabs. C'était une structure qui œuvre dans le domaine de l'éducation et de la littérature. Donc notre but c'est de former les élèves, les apprenants, un élève à la fois. Donc les instruire, comment on appelle ça, à la beauté du livre déjà, et puis les encourager à lire davantage, puisqu'on est confronté à beaucoup de difficultés dans ce domaine-là. Donc d'où l'existence de l'Académie des Baobabs. Et en même temps, l'Académie des Baobabs, ça sous-entend aussi un prix littéraire d'Afrique et de la diaspora, parce que pour nous, la diaspora, c'est sans limite. C'est le Canada, c'est le Brésil, c'est la Jamaïque, c'est partout où il y a des Noirs qui se réclament d'une certaine africanité. Donc, on récompense comme ça chaque année le meilleur roman de l'Afrique et de la diaspora, le meilleur premier roman et puis aussi le Baobab de la poésie. Donc, voilà l'univers dans lequel je gravite. D'accord. Ok, nice. Ok. Denkes, tu n'utilises pas souvent le nom Kaboré, on a parlé de ça tout à l'heure. Je ne sais pas si on a parlé de ça tout à l'heure, mais
Ça, c'est hors caméra. Non, On veut savoir pourquoi. Moi, En tout j'aimerais cas, bien que pourquoi tu nos n'utilises pas auditeurs le nom entendent non, ça. non, parce Pourquoi tu que ne tu sais, dis pas le nom Kaboré quand j'ai commencé dans le... Non, justement, quand C'est une bonne question. Hein. quand j'ai commencé dans le journalisme, Parce que tu as été journaliste aussi. oui, et toujours, parce qu'une fois, mais le problème, c'est quand j'avais commencé, j'ai commencé dans le journalisme du côté de Bamako, à la Radio Liberté à Bamako, avec Eletri Touré. Donc, de là-bas, je me suis retrouvé à la presse écrite aussi en Côte d'Ivoire avec le magazine Ton Visage. Et là, il a fallu que je commence à signer. Et donc, quand j'ai voulu signer, il me fallait forcément avoir un nom de plume. Et Denkes, c'était le nom avec lequel ma mère m'appelait depuis que j'étais petit. Ça vient d'où en fait? Je sais pas l'origine, je sais pas d'où ça vient, mais c'est le petit nom que ma mère m'avait donné. Et quand j'étais enfant, et c'est comme ça qu'elle m'appelait. Elle m'a jamais appelé Draman, quoi que ce soit. Donc c'était Denkes. Et puis moi, j'ai préféré garder ça comme nom de plume. Et puis l'idée Kaboré, j'ai essayé de voir Draman Kaboré, il y en avait tellement, ça prêtait tellement en confusion. Donc d'où l'idée d'adopter le deuxième prénom que ma mère m'avait laissé, donc qui n'était pas officiel, mais donc je l'ai adopté, donc ça donnait Draman K. Denkes. Et puis moi j'aimais beaucoup le cinéma, donc j'aimais, quand j'écoutais à l'époque les films avec Samuel Lee Jackson, j'ai fini par comprendre que son lit c'était juste un L, quoi. Donc Samuel Lee Jackson, et puis je voulais avoir un peu ce charme-là. Donc pour moi, Draman K. Denkes, ça sonnait comme Samuel Lee Jackson. Donc j'ai adopté ça depuis 2003 comme nom de plume. Et puis j'ai commencé à signer mes articles avec ça. Et c'est resté. Parce qu'en réalité, les Kaborés il y a beaucoup de Kaborés célèbres. Ouais. Écoute, en tout cas, moi, beaucoup. à la différence, moi, je vais garder mes petits Kaboré. Pour deux raisons, oui, je suis d'accord avec toi. On a eu déjà un nom de famille Kaboré. Donc, moi, Christian Kaboré, c'était un ancien président. Et Ibrahim Traoré, qui est l'actuel président du Burkina Faso. Donc, j'ai eu un nom de famille présidentiel et un prénom présidentiel. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison de changer là. Donc, je suis pas dans la même obligation. Moi, je suis bien comme ça là avec Ibrahim Kaboré. Donc, oui. Justement, moi, j'aimerais bien parler de ton parcours. Ouais. De ton parcours. Parce que, bon, déjà, avec le nom, vous êtes voué à un avenir radieux. Exactement. Doublement radieux. Ça c'est clair là. Les Kaboré, c'est déjà important. Donc, ouais. Donc, comment toi, en fait, tu es arrivé dans ton domaine? Est-ce que tu avais déjà cette motivation des Kaboré? Bon, je dis ça, en réalité, on se connaît, hein, parce que Ibrahim, il a aussi monté un podcast. Ouais, exactement. Il a monté un concept qu'on appelle Costiga. Donc, j'aimerais bien, en fait, que tu nous expliques ton cheminement depuis Ouaga. Depuis Ouaga, ouais. Pour arriver à Montréal. Et être président de Entreprendre ici. Directeur général. Ma présidente ne va pas être contente de savoir que c'est le nom président, donc je suis directeur général. Tu sais que quand je le regarde là, moi je suis en stress. Moussa. Parce que je dois calculer même. Il n'était pas prêt à venir ici si c'était pas carré. Après on va retracer des origines griots là. Il doit avoir des origines de griots à quelque part chez toi. Ah, toi aussi c'est les gens. Oui, absolument. Quand on en parle, ta façon de parler, c'est seulement les griots qui font ça. Donc je calcule. Donc le directeur général. Absolument, il faut préciser. Il faut préciser, voilà. Ton cheminement, mon frère, c'est quoi? Ouais, écoute, les cheminements, oui, moi je viens du Burkina et puis au Burkina, j'avais déjà fait, c'était plus l'entrepreneuriat que je faisais au Burkina. Donc j'ai mis une première entreprise qui s'appelle Expresscom. Donc c'était beaucoup plus dans l'événementiel. Quand j'étais étudiant, j'avais créé une compagnie qui s'appelle Expresscom. Donc on faisait plus l'animation podium, on prenait les mandats d'organiser un podium. Donc je fais le recrutement des artistes, les animateurs, les hôtesses et tout ça. Et puis je m'occupe de toute la scène, en fait, la compagnie. Et on faisait aussi les reportages en événementiel. C'était ma première activité entrepreneuriale et puis officiellement créée. Et après, j'ai aussi fondé une organisation quand j'ai découvert l'implication sociale depuis en milieu universitaire. J'ai créé une autre organisation qui s'appelle Génération Butterfly. Donc, et ça faisait plus de l'éducation citoyenne en milieu scolaire et tout ça. Et ça, au fil du temps, on a des activités, mais je l'avais jamais. C'est aujourd'hui que je parle d'entrepreneuriat. À l'époque, si tu me demandais, jamais je te dirais que c'était une activité. En fait, parce que le concept entrepreneur, c'était un concept quand même qui était un peu intimidant à l'époque. Parce qu'on les donnait seulement que les grands entrepreneurs. Donc, quand ils n'étaient pas dans le BTP, à l'époque, nous, on avait des grandes références que c'est eux qu'on appelle des entrepreneurs. Donc, personne n'osait utiliser le terme
quand on était jeune entrepreneur, jusqu'à ce que je sois dans certaines formations où, lors des formations, les gens nous expliquaient un peu le concept pour expliquer que c'est de l'entrepreneuriat, mais à d'autres niveaux, parce que j'ai eu des gens qui ont découvert ce que je faisais et puis j'étais soutenu à cette époque parce qu'ils étaient impressionnés par ce que je faisais alors que j'étais jeune. Puis après ça, justement, à travers cette implication universitaire, c'est là que j'ai fait contact avec un réseau canadien, le réseau qui s'appelle Entrée à l'Université mondiale du Canada. Dans quel domaine? Moi, j'étudie en histoire. Mon parcours est quand même plus atypique, comme on peut le dire, parce que j'ai étudié l'histoire africaine, l'histoire économique africaine, et après j'ai étudié la gestion des projets, mais un développement social. Donc, avec la perspective, je voulais travailler en coopération internationale. Donc, c'est là que j'ai commencé, quand j'ai commencé à m'impliquer, j'ai connu justement la coopération internationale et j'ai été propulsé par un réseau qui s'appelle Entrée à l'Université mondiale du Canada, où j'ai été le représentant, le président du comité local au niveau de Ouagadougou. C'est ça qui m'a ouvert les portes du Canada. Et puis, à travers ça, on a fait des activités, on était en collaboration avec des réseaux universitaires du Canada, les étudiants aussi engagés, leaders. Puis bon, la communauté canadienne m'a fait connaissance là-bas et puis ils ont trouvé que mon profil était intéressant. Donc, ils m'ont invité à venir tourner ici pour inspirer la jeunesse canadienne dans les universités. Donc, c'est comme ça que mon premier voyage au Canada s'est passé. Donc, je suis venu et puis j'ai animé des conférences sur le leadership en milieu étudiant. Ça, c'est en quelle année, ça? On parle des années de 2010. Ouais, 2010. Je pense que c'est à cette période qu'on s'est connus. C'est ça que j'allais... À cette période qu'on s'est connus. En fait, j'ai un meilleur animateur que moi. À ce moment, il était encore génération Butterfly. Et puis, donc, si je comprends, tu faisais des allers-retours entre le Burkina et Montréal. Oui. Le premier, ça, ce que je vous ai raconté, c'est la première fois que j'ai fait contact avec le Canada. C'était vraiment à travers, c'est ce réseau qui a ouvert la porte parce que c'est eux qui m'ont invité, qui m'ont mis les contacts avec les réseaux étudiants et tout. Je m'excuse de changer de sujet directement. Mais Denkes, en fait, il est animateur. Ouais, on sait qu'il est animateur. Il a Afrique Canada TV, tout ça. Il a un go background. Donc, en fait, j'ai voulu rebondir sur ça pour aller sur lui et puis il a réussi à rebondir dessus pour... Non, parce que moi, je l'ai connu vraiment à cette époque-là, quand il était arrivé. Je pense que c'est la première fois ou la deuxième fois qu'il était revenu quand je l'ai vu. Et puis, on avait un ami en commun, Amadou Kienou, qui est un percussionniste européen qui réside à Toronto. Et puis lui, c'était Amadou aussi, je l'avais connu à un moment donné quand j'étais en reportage. Si je me trompe pas, même tu as fait un reportage documentaire. J'ai fait un documentaire justement sur Amadou qui s'appelle Toronto, une leçon de Djemé. Les gens peuvent aller voir ça sur Google, YouTube, pardon. Dans le documentaire en ligne, ça s'appelle Toronto, une leçon de Djemé. Ça retrace le parcours de Amadou Kierou et d'Amara Kanté, 2 maîtres percussionnistes ici au Canada. Donc Amadou, on se connaissait depuis longtemps au Burkina parce que j'ai fait un reportage sur lui pour le magazine Top Visage à l'époque. Et puis on avait gardé les contacts et puis on est resté amis depuis longtemps. Donc quand Ibrahim était venu ici, il m'a dit qu'il y a un de ses petits frères qui est là aussi, qui voudrait le mettre en contact avec nous. Donc, il a organisé la rencontre et puis on s'est vu comme ça et puis on a échangé. C'est fou quand il parle de son parcours, l'entrepreneuriat, l'événementiel. Mais moi, j'ai commencé par là aussi à Abidjan, malgré que je travaillais pour... On avait notre structure là-bas qui s'appelait Coris, Association Coris. Et nous, on organisait les premières activités coupées, décalées d'Abobo. Et puis, on avait le premier festival Abidjan Rapstar, qui s'appelait RAS, Abidjan Rapstar, qu'on avait organisé à l'époque. Et puis, à l'époque, on avait préparé Sidi Konaté, qui était, à l'époque, je sais pas, ministre du tourisme, comme ça. Donc, ça, c'est la première édition avec les différents rappeurs qu'on avait. Et puis, à l'époque, lui qui était en vogue, c'était Billy Billy. Billy. Et puis, il y avait d'autres jeunes rappeurs du quartier. Donc, c'était vraiment des organisations underground, du côté d'Abobo. Et puis, voilà, on dirait du monde, on avait des groupes. C'est fou, mais c'est toute une histoire. Et puis, c'est drôle à l'époque, comment on entreprenait les choses, mais et justement, c'était pas ce mot-là qui nous venait à l'esprit. Pour nous, c'était l'événementiel, permettre aux quartiers aux gens du quartier de Sanjay, quoi. Donc, si je comprends, c'est au fur et à mesure que vous avez compris que ce que vous êtes en train de faire, c'est entreprendre. C'est vraiment de l'entrepreneuriat. Exactement. Moi, j'avais un fidèle ami à moi qui s'appelle Samuel Nyamke, non Samuel, qui est de Bassam. Et lui et moi, on s'est rencontrés au lycée municipal de Bonois. Donc, dans les années 93, 14, 95, et on étudiait là-bas. Et à cette époque déjà, c'est fou, mais à cette époque déjà, j'étais le chargé d'organisation du lycée. Donc, il y avait le président et le bureau, mais moi, j'étais la personne qui était chargée d'organiser les événements au lycée. Donc, j'avais un budget que le lycée me donnait. J'organisais les tournois de
on dit soccer, de football. J'avais qu'on organisait handball, pareil. Et puis la kermesse, c'est moi qui organisais toutes les kermesses aussi du village. Et puis j'assurais les différentes boissons, tout et tout. Et puis la soirée théâtrale aussi. Et le bal, parce qu'à la fin de l'année, il y avait un grand bal fait là. Donc j'avais le budget pour organiser tout ça. Donc à la fin de l'année, il fallait que je fasse le point avec mes proviseurs et tout ça. Mais moi, j'ai vraiment été chargé de ça. Et donc j'avais déjà cette fibre-là. Et Samuel, lui, il était mon adjoint dans ces structures-là. Et donc quand on a été au lycée municipal de Beaunois, on est arrivé à Abidjan. On a continué dans le coupé décalé et puis le rap à l'époque parce que tout ça tiré par ce phénomène. Donc on a beaucoup œuvré dans ce domaine avec Sam. Et bizarrement, Sam aujourd'hui, il est le coordinateur de l'Académie des Baobabs en Afrique. Donc ça veut dire qu'on est, on est toujours ensemble dans l'organisation de ça. C'est quoi l'Académie des Baobabs? Est-ce que tu peux... Ben, l'Académie des Baobabs, comme son nom le dit, que c'est une structure plus ou moins académique. Et puis le baobab, c'est un symbole fort c'est l'arbre le plus célèbre, je vais dire, du continent africain. Le plus puissant. C'est le plus puissant. C'est un arbre, on va dire, réconciliateur, fédérateur. C'est sous ce arbre-là que la plupart du temps, dans des villages, on se réunit pour régler les litiges. Ça peut être, on peut se réunir aussi pour des bonnes causes. Ça peut être des mariages, des baptêmes, ça peut être aussi des naissances, ça peut être pour tout. Donc c'est ça. Donc on a voulu lier académie, le savoir, la racine avec l'arbre célèbre. Parce que le baobab, c'est pratiquement toute l'Afrique. Quand tu vas à Madagascar aussi, ça sert aussi des greniers où les gens peuvent stocker la bouffe. Il y en a qui font des retenues d'eau aussi grâce à tout ça. Donc c'est un arbre vraiment qui est mythique de la littérature africaine. Donc on a voulu adopter ça. Donc l'Académie de baobab aujourd'hui, c'est ça. C'est des prix de littérature. C'est un prix littéraire, voilà, qui récompense chaque année les meilleurs romans. Les meilleurs premiers romans, parce qu'on veut encourager la relève aussi, pour encourager les gens à embrasser ce métier-là. Et puis, ça nous permet aussi de garder les jeunes au contact du livre. C'est aussi ça l'idée derrière, quoi. Donc, c'est ça, en gros, l'Académie des Baobabs. Et Ibrahim a reçu un prix, non? Oui, justement, parce que l'Académie des Baobabs, au-delà des prix, on va dire, le prix littéraire phare qui récompense les meilleurs acteurs du livre, il y a aussi ces personnalités-là qui, de par leur impact sur la communauté ici, permet de célébrer ou d'encourager la lecture et puis l'entrepreneuriat. Donc, toutes ces personnalités-là qui permettent à notre jeunesse, à notre communauté de s'instruire, parce que l'entrepreneuriat, c'est une instruction. Tout ce qui permet d'éduquer les gens, d'instruire les gens, on préfère souligner leur rapport à la communauté. Donc, eux, à travers des tableaux d'honneur, on récompense ces personnalités-là, des tableaux d'honneur, des stylos d'honneur. On les encourage à continuer ces initiatives-là parce que si on ne fait pas, personne ne va le faire à notre place. Donc, c'est un peu ça notre mission aussi dans la communauté. Ok. Moi, je sais que Ibrahim, lui, venait ici à chaque moment, comme il a dit, il faisait des allers-retours. Ça a été quoi le déclic pour vous de vous dire, OK, il faut qu'on parte s'installer au Canada pour se développer plus? Moi, j'ai commencé par faire un stage. Je suis venu pour faire un stage pratique parce que de toute façon, mes centres d'intérêt étaient la coopération canadienne. Je voyais dans la coopération canadienne une opportunité de développement de carrière à partir des études que j'ai faites à l'époque en gestion de projets. Et puis mon expérience aussi de voyage au Canada était une très belle expérience. Le fait de rencontrer d'autres camarades étudiants, de participer, d'animer des conférences. Ouais, c'est ça. Ça boostait mon estime. Ben oui, ça booste l'estime de soi. Donc, le fait que je sentais qu'ils m'ont donné de l'importance et puis je sentais que cette société valorisait ce que je faisais et puis ça m'a connecté. Et quand je suis venu faire le stage au Canada, j'ai eu un accueil et puis la culture de travail était une proximité simple. Les cadres étaient vraiment proches. La relation humaine était bonne. Tu rencontres les boss et puis c'est comme si c'est pas vraiment les boss. Donc je sentais qu'il y a une ouverture et puis je suis tombé en amour avec le Canada, avec le style de travail du Canada. Donc j'ai travaillé à Ottawa. Tombé en amour. Après, c'est ça. Il est intégré. Comme les Québécois l'aiment dire, il est tombé en amour. Je suis tombé en amour avec le Canada. Mais et puis je trouve que c'est vraiment un pays qui offre des possibilités. Et puis c'est un pays qui me ferme pas non plus à ce que je continue d'avoir d'impact au Burkina. Donc en vivant au Canada, j'ai toujours la possibilité d'être connecté au Burkina, d'avoir toujours de l'impact. Donc pour moi, c'est ça. C'est pas comme si le pays dit dès que tu es ici, tu dois te fermer à ton pays d'origine ou quoi que ce soit. Et le pays d'origine aussi ne se ferme pas à l'opportunité de collaboration avec le Canada. Donc dans la position de Burkinabé et Canadien, tu peux faire ce que tu veux et puis les deux, ils te donnent la place. Tu pars au pays, tu es bien accueilli, tu es au Canada, tu es bien accueilli. Donc pour moi, je suis à la bonne place là. Nice. Le fait de devenir directeur général d'entreprendre ici,
selon toi, est-ce que le fait que tu aies d'autres origines et tout ça, ça apporte un plus dans ce que tu fais? Oui, ça apporte un plus. Ça a aussi son avantage et son inconvénient. C'est les deux angles que tu peux voir la situation. Le plus, c'est que déjà, nous, les immigrants de la première génération, on est très ambitieux et travailleurs. On a déjà une vision, une envie de réussir qui est très intéressante quand tu occupes des responsabilités comme ça parce que c'est un mandat national et le travail, c'est à la limite de tes capacités. Il n'y a pas de limite parce que le sujet et l'enjeu est très, très important. Donc, la culture du travail, déjà, c'est quelque chose qui est très, très important. Et puis, le fait aussi que je suis issu de l'immigration fait en sorte que la cause me tient. Donc, quand je parle de la cause, je l'aborde avec sérieux parce que je sais que ça a un impact sur ma vie. J'ai aussi des enfants et puis je sais que leur avenir sera impacté. Donc, tout ce qu'on travaille aujourd'hui, ça va nous toucher. Donc, ça fait que ça, c'est un avantage parce qu'on est interpellé, on se sent concerné par ce qu'on fait. Et puis, moi, j'ai été à la base conseiller en entrepreneuriat. Quand je suis arrivé au Canada, après mon expérience en coopération internationale, j'ai commencé à travailler comme j'avais souhaité le faire en coopération internationale. Et puis, j'ai changé de carrière totalement. Je suis reparti à l'université réétudier pour devenir conseiller en entrepreneuriat. Donc, j'ai choisi ce métier-là. Et puis, le fait que j'ai été conseiller en entrepreneuriat une dizaine d'années, avant d'arriver comme responsable de l'organisme qui fait l'entrepreneuriat, c'est un grand avantage aussi parce que j'ai déjà été confronté aux problématiques des entrepreneurs. Donc, aujourd'hui. Cette entreprise-là, c'est quoi? Je veux dire, moi, je parle pour la personne lambda comme ça qui connaît pas entreprendre ici là. Okay. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Tu arrives, tu peux venir, c'est quoi? Tu proposes des dossiers, des comment projets, rentrer en contact avec vous, comment, ouais. Oui, entreprendre ici, les gens partent sur le site web, ils demandent de l'accompagnement. Tu peux aller remplir un formulaire. En fait, c'est un organisme qui est dédié à l'accompagnement. Notre mission à deux niveaux. Au niveau des entrepreneurs, c'est les aider le plus possible à utiliser l'écosystème des ressources, toutes les ressources publiques et privées qui existent pour accompagner les entrepreneurs. Les statistiques démontrent que leur utilisation chez les populations immigrantes est très faible. Alors que toutes les enquêtes démontrent que l'intention entrepreneuriale chez les populations immigrantes est très élevée, plus que la population native. C'est presque le double de la population native. Donc, tu vois des gens qui ont vraiment envie d'entreprendre, mais qui n'utilisent pas les réseaux publics qui les accompagnent pour réussir, alors que la société est complexe. Ou qui connaissent pas, parce que moi c'est ça, parce que ici, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'immigrants, ils n'aiment pas aller vers l'information. Ils aiment quand l'information vient les trouver chez eux. Et ça peut être aussi parce que tu sais même pas par où passer pour avoir l'information aussi quand tu viens d'arriver. Si tu connais pas. Pas vrai. Pour moi. Si tu sais pas où aller chercher. Parce que moi, sincèrement, si moi je veux démarrer un business avec mon expérience du pays ou quoi que ce soit, en fait, j'ai démarré tout seul et puis elle me chercher. Moi, oui, tu pourras démarrer tout seul, mais au fur et à mesure, au fur et à mesure, je vais continuer à chercher pour voir est-ce qu'il y a des organismes qui pourront m'aider. C'est ça, parce que si tu fais pas toi-même tes recherches, il n'y a personne qui va venir te taper à la porte pour te dire il y a une agence qui va s'en occuper là. Tu vois, donc pour moi là, oui, tu peux commencer toi-même, mais il faut que toi aussi, tu partes chercher l'information. Non, c'est sûr. Non, je pense qu'il y a quelque chose de culturel là-dedans aussi. C'est ça. C'est culturel. C'est un peu comme à l'époque, j'ai causé avec John Yale, parce que à l'époque, je travaille avec lui. J'ai eu l'occasion de collaborer avec lui, faire tourner un peu dans la sous-région, dans différents festivals de jazz à l'époque. J'ai collaboré avec Blé Baribé, qui était son manager, et moi, j'ai géré un peu plus. John Yale, il fait quoi? Du jazz, non? Du blues? Donc, John Yale disait que, tu sais, il y avait des musiciens. Et lui, il avait l'habitude de jouer avec des musiciens blancs. Ouais. Et puis je lui disais, mais tous tes gars, tes blancs là, est-ce qu'ils vont pas, ils vont venir, quand ils arrivent samedi pour faire le spectacle. Il dit, mais ils vont pas répéter. Il dit non, ils ne répètent pas. Ils lisent la musique. Tu leur donnes les notes. Il dit. Même les Africains, on répète. Oui. On ne lit pas la musique. C'est pourquoi nous on fait des répétitions. Exactement. Quand on fait des répétitions, on emmagasine notre gamme. C'est le savoir. Nous on apprend le par cœur. On a fini de répéter, les musiciens connaissent à quel moment ils vont jouer. Donc nous on attend, on répète 2 ou 3 fois, on a tous assimilé nos partitions et puis on vient faire le spectacle. Le blanc lui n'a pas besoin de ça. Les musiciens blancs ils John Yale. Et les autres, ils venaient, ils ont dit les notes, ils déposent les papiers et puis ils jouent. Ils lisent la musique et puis ils jouent directement. Ouais. Donc c'est pour te dire que par rapport à l'entrepreneuriat, on a notre culture à nous. On est beaucoup dans l'informel. On a appris comment papa avec constituer son entreprise, il n'a pas eu besoin d'aller chercher des papiers X ou Y. Donc, on vit, on a ça en tête. Tu vois, je vais ouvrir un business qui s'appelle la Maison d'Afrique. Je veux mon business, je vais vendre du café dedans, je vends mon café. Je ne me pose pas de questions. Est-ce qu'il y avait des structures qui pouvaient mieux m'accompagner et puis combien ça dure, tout ça. Donc, pour moi, c'est un peu culturel, un peu ce niveau-là. Donc, c'est pourquoi l'organisme, comme on peut parler ici, existe pour
un peu changer nos habitudes pour dire que oui, tu peux faire comme ça, mais ça va te mettre beaucoup de temps, tu vas souffrir beaucoup plus, alors que si tu passais par là, tu aurais les mêmes facilités que les autres qui sont déjà... Voilà, ça revient au concept des trucs de subvention et tout ça. Là, si tu remarques beaucoup d'entrepreneurs ici, d'origine africaine en tout cas, ils vont pas... On va pas forcément, je dis ils, mais on va pas forcément chercher les subventions et tout, parce que pour nous, en fait, quand tu entreprends, c'est toi qui te cherches tout seul, en fait. Il n'y a pas de structure qui peut te soutenir. Je sais qu'il y a un moment, la RBC faisait, ils avaient mis un fonds pour les entrepreneurs noirs. À l'époque, je pense qu'il y a, comme c'est pendant la Covid, ou bien je pense 2 ans après la Covid. Non, c'est ça, c'est... Comment ça s'appelle C'est les initiatives des communautés noires, c'est que tu évoques. La RBC, la PD, la BDC, FES. En fait, c'est un seul fonds qui est déployé à travers les circuits privés, les circuits bancaires. Mais c'est le même, c'est le fonds du gouvernement. C'est le gouvernement qui a une initiative. Et après, ils ont enlevé une partie de l'argent pour soutenir des organismes à but non lucratif qui est géré par des organismes autonomes. On a une partie de l'argent qui doit venir sous forme de prêts, mais dirigé par des organisations dirigées par des communautés noires. Et une autre partie à travers les canaux des banques. Donc, l'argent est réparti de cette façon pour s'assurer de couvrir un peu tout. Mais c'est les mêmes initiatives. Tout ce que vous dites, c'est vrai, ce sont ces réalités-là, on l'observe dans le travail. Il y a la question de l'accès à l'information, la méconnaissance même. Il y a la question même du comportement de consommation, ce que les gens sont habitués à faire. Il y a la question de la culture telle que entrepreneuriale, identitaire, telle que Denkes est en train de développer. Mais il y a ce qu'on appelle la culture publique aussi de service aux citoyens. Toutes les populations, vous savez, quand vous prenez certains pays comme en Afrique, le concept d'État-providence, il n'est pas comme ici. Les gens se réfèrent pas nécessairement à l'État pour répondre aux problèmes de société. Les problèmes sociaux sont gérés beaucoup plus par les familles. Donc, quand les gens ont des problèmes, ils se retournent vers les familles. Le système public est là comme pour répondre à certains grands enjeux comme l'éducation, où ils vont aller investir. Ils vont dire qu'ils vont créer, oui, il y a des systèmes publics, il y a les hôpitaux, mais entre nous, là, si tu n'as pas l'argent, tu sais très bien que ça va être difficile. Tu peux pas juste aller parce que l'offre actuellement est très faible par rapport à la demande dans les États africains. Quand vous regardez dans des cultures comme le Canada, au Québec principalement, vous allez voir que le système social est très fort. Le système de santé avec la carte d'assurance maladie, tu es malade, c'est le système public. Donc, tu cherches les solutions auprès du public qui vont répondre à tes besoins. Mais ça, les gens qui sont nés ici, qui ont grandi dans cette habitude, ont des attentes vis-à-vis de l'État et des exigences. Mais dans nos sociétés où on a connu beaucoup d'instabilité politique, l'État, les citoyens s'attendent pas beaucoup de l'État. C'est le minimum qu'ils veulent de l'État. C'est ça, ils ont grandi là-dedans. Là. Ce qu'ils veulent là, c'est le minimum. Ils veulent la paix. C'est pas d'autres choses. C'est vraiment la stabilité. Ils se cherchent parce qu'ils savent que quand ça tourne au vinaigre, les citoyens payent les prix. Donc tout ce qu'on veut, c'est l'entente entre les politiciens pour avoir un pays en paix. Et puis, on va se débrouiller nous-mêmes pour vivre. C'est ce que les gens veulent. Et ça, même là, on a du mal à l'avoir facilement. Donc, ça fait que quand les immigrants arrivent, quand on arrive ici, c'est pas un réflexe. On va toujours chercher à se débrouiller nous-mêmes. C'est ça, parce qu'on a cette mentalité-là. Il y a ça, merci. Donc, même si on donne des services publics, les gens n'ont pas la culture d'aller chercher vite. Ils partent que quand ils sont vraiment mal pris. Exactement. Tu vois les gens courir vers le système public, là, ils sont à l'étape où ils ont épuisé leurs ressources personnelles et puis ils s'en vont. Quand tu prends les populations natives ici, ils mettent les ressources personnelles à côté d'abord. Et puis ils fouillent. Quand ils grattent tout et qu'ils sait qu'il a, à un moment donné, là, il n'a pas le choix. C'est là qu'il va les puiser dans ses ressources personnelles pour venir compléter. Ça fait qu'eux ont des attentes très vite. Donc tout ça c'est vrai, et puis il y a d'autres aussi effectivement qui vont pas nécessairement fouiller, mais c'est une question aussi de traits de personnalité. Il y a des gens qui sont curieux personnellement, ils aiment fouiller pour savoir. Juste immigrer, il y a des gens qui ont fouillé comme ça, savoir qu'ils ont l'opportunité d'immigrer au Canada, pendant que d'autres qu'ils vont t'appeler, ils vont t'appeler. Voilà. Est-ce que tu peux regarder c'est quoi l'information pour venir? Merci. Tu connais le prix. Donc il y a du tout là. Donc l'organisme a été créé justement par le gouvernement parce que le gouvernement a constaté que l'utilisation était faible. Donc ils ont décidé de créer un organisme qui va être national, qui va servir de portail et qui va réorienter les entrepreneurs dans l'écosystème. Donc nous on a des conseillers qui reçoivent gratuitement n'importe quel entrepreneur, que tu sois en démarrage ou que tu veux réfléchir ton idée ou que tu avais à croître, tu es en phase de croissance, tu demandes un conseiller, tu rencontres le conseiller
C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, C'est déjà payé par le gouvernement. C'est bon, ça. Donc, c'est gratuit. On va aller voir. Donc, On doit aller voir. vous devez venir parce qu'actuellement, on accompagne plus de 500 entrepreneurs par année au Québec. À travers, et c'est peu importe, même si tu veux entreprendre en Gaspésie, tu veux créer l'entreprise à Montréal, à Laval, peu importe où est-ce que tu veux créer, c'est national, on va toujours. Nous, on est comme le 911 de l'entrepreneuriat au Québec. Tu sais pas où tu rentres. Oh mon Dieu. Après, on travaille aussi au niveau de l'écosystème, c'est-à-dire que les différents organismes et les agences de développement économique qui appartiennent, les MRC, et les différentes agences publiques qui sont dans les régions, pour les accompagner au niveau de la capacité à mieux interagir avec les gens qui sont de communautés culturelles différentes. Parce que des fois, la mauvaise compréhension de la dynamique culturelle d'un entrepreneur peut faire en sorte que tu puisses juger vite son projet, si c'est pas bon ou quoi que ce soit, parce qu'il a des pratiques qui ne sont pas conformes à ce que tu as déjà dit. Donc la culture est atypique au niveau de l'entrepreneuriat. Donc nous, on fait ce qu'on appelle interaction culturelle, qui est un programme d'éducation pour aider les intervenants économiques à savoir comment interagir et prendre en compte la réalité culturelle des gens. Donc les gars, si je comprends bien, vous avez tous les deux des grandes missions. Développer l'entrepreneuriat chez les gens, développer l'amour de la lecture, de l'art et tout ça. Mais vous-même, en tant que tel, vous êtes vous aussi des entrepreneurs. Vous avez d'autres casquettes à côté. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous gérez pour trouver le temps pour faire autre chose. Je vais donner un exemple. Denkes, en plus de promouvoir la littérature et tout ça, tu es dans... toi-même, tu es écrivain. Oui. Tu as écrit trois recueils. C'est les titres? Le premier c'était Livre collectif, je ne vais pas en parler. L'autre, le recueil de poésie Pastis et Vertige amoureux, qui parle, qui est subdivisé en deux parties. Pastis, qui signifie un mélange, quelque chose de trop. Donc ça raconte les vicissitudes de la vie. Et puis la deuxième partie qui est Vertige amoureux, il nous parle de l'amour de la femme. Voilà. Et puis le roman c'est RL, le triangle des pierres, voilà, qui essaie de raconter le parcours d'un jeune soldat des Nations Unies qui a traversé à peu près plusieurs péripéties pour se retrouver aux États-Unis, en France, parce qu'il a hérité d'une mission ancestrale pour lui donner à l'Afrique sa grandeur. Donc cette mission-là, c'est de lui permettre de réunifier 3 morceaux de pierre précieuses qui ont disparu du continent africain. Là, on sait qu'il y a un morceau sur le continent africain, il y a un autre morceau en Europe et puis un autre aux États-Unis. Donc, unifier ces pierres-là avant de donner à l'Afrique son unité. Donc, c'est un pouvoir d'hypnose. En les unifiant, ça va rapatrier sur le continent, mais la diaspora doit éparpiller à travers le monde. Donc, c'est un peu ça la mission du soldat R, dont le nom signifie le bonheur en bambara. Pourquoi je pose ces questions-là? C'est parce que personnellement, je trouve toujours que les entrepreneurs ont 1 million d'idées. Ils se lancent dans 1 million de choses. Et quand je vois quelqu'un qui fait 1 million de choses, je me pose la question, c'est comment il fait pour... À la base, moi, je suis un autodidacte. Je ne suis pas le gars qui fait une formation carrée de trucs. Comme le journaliste, par exemple, je suis tombé là-dessus. Par pur hasard aussi. Je n'ai pas été dans une grande école de journalisme me former. Mais je suis tombé dessus par hasard parce que moi, déjà à l'école, quand j'étais au lycée municipal de Bourgogne, je faisais des trucs déjà même au primaire avec les expressions écrites, on nous disait de donner une suite au texte. Et puis moi, j'avais cette facilité-là à donner une suite au texte, à avoir une imagination fertile et puis à rédiger les choses. Donc ça déjà, j'avais déjà les prémices de l'écriture voilà, en moi, mais que je ne savais pas où ça allait m'amener. Voilà, c'est au décès de ma mère que je me suis lancé à l'écriture, justement. C'est là qu'à partir de 2002, j'ai commencé à écrire, parce que je voulais rendre hommage à ma mère dans un premier temps. Et je suis passé par la poésie, ensuite le roman. Donc c'est comme ça que je suis tombé là. Le journaliste, c'était pareil. Et quand je l'ai commencé, je suis tombé là-dedans par pur hasard. Et j'ai commencé à faire des formations, des stages. Quand j'étais en classe, je me suis retrouvé à Bamako. Et puis, il y avait le directeur de l'époque, M. Guillaume Bekima, un Camerounais, qui m'a donné l'opportunité de commencer à faire mon apprentissage là-bas, un stage, une formation. Et puis, j'ai commencé à travailler là-bas. Ensuite, il y a eu Communication Sud et presse écrite. Et puis, il y a eu Top Visage aussi. Donc, bon, je me dis, j'ai appris, entre guillemets, un peu sur l'état. C'est pourquoi je suis un autodidacte. Et c'est pareil pour le cinéma quand j'ai commencé à faire mes documentaires. Mon premier film documentaire s'appelle Bamako, l'Empire du thé. Donc j'étais à Bamako filmer, voir un peu c'est quoi la force de cette boisson chaude, la venue d'Asie,
sur la culture au Mali. Tout le monde boit du thé. Pourquoi? Pourquoi le grain? Pourquoi le grain? C'est le grain. Imagine autant d'Amadou à Tété, tu vas à la présence de chacun qui est en train de faire le thé. C'était une drogue pour les Maliens. Donc, je voulais creuser un peu, comprendre un peu c'est quoi la mentalité derrière ça. Après, il y a eu Toronto, ils sont de Djembe. Après, donc moi, j'ai toujours cette imagination fertile d'entreprendre. Et puis pour moi, comme je l'ai dit, pour moi, ce n'est pas l'entrepreneuriat. C'est pourquoi quand on me demande de me définir, je me dis je suis un communicateur. Parce que ce soit par le cinéma, les documentaires, exactement, les documentaires, que ce soit par l'écriture, des romans, des livres, que ce soit par le journalisme, à faire des reportages, des comptes rendus. Et voilà, moi, pour le cinéma, avant de faire, j'ai commencé par la critique des scènes. J'ai commencé à être reporter, critiquer aussi les films, les critiques des films, noter les films. Et c'est comme ça que le goût aussi, ce virus-là est venu aussi. Donc, c'est pourquoi je me considère véritablement comme un autodidacte, quelqu'un qui apprend de tout. Et puis j'apprends aisément aussi, plus facilement. Donc, ça m'a permis de pouvoir toucher à tout ça. Et moi, quand je fais tout ça, je ne me pose pas de questions. Là, aujourd'hui, j'ai un lavage auto qui s'appelle Aquaba Lave Auto, qui est situé du côté de Anador, d'Abouba Anador, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Mais ce lavage auto, aujourd'hui, il emploie 22 personnes, 22 jeunes qui lavent là-bas, et puis avec une gérante, des gestionnaires, tout. Pour moi, tout ça, c'est de l'entrepreneuriat, tu vois. Je ne suis pas là au quotidien, je donne mes idées, j'ai un tel truc que je vais faire dedans, tout. Donc, entreprendre, pour moi, ça a toujours été naturel. Et puis, c'est pas faux, parce que mon père aussi était un entrepreneur. Donc, c'est quelque chose qu'on était avec le papa. Mon père, il a commencé, il m'a dit qu'il a commencé en tant que fonctionnaire, d'abord dans une compagnie qui s'appelle TIN, une compagnie de fabrication des pointes, des clous. Après, son économie, il a parti sa première boutique avec 30 000 francs CFA à l'époque. Donc, il me contait cette histoire-là. Et comment à l'époque, une boîte de pétrole, le litre coûtait 15 francs, et ainsi de suite. Donc, lui, il a parti son business, deuxième, troisième business. Il a commencé à faire les grands marchés, les tissus, les magasins, les tissus, les pains. Donc, j'ai appris aux côtés de lui. Même quand on allait à l'école, à chaque fois qu'on n'avait pas classe, on revenait au magasin du papa pour continuer la vente et puis continuer à apprendre. Donc, manier l'argent, les sous et tout ça, on a appris comme ça. Donc, ça fait qu'on a ça dans le sang à un moment donné. Donc, l'entrepreneur, c'est un rêveur aussi, quoi. Un gros rêve. Parce que, j'imagine, on se lance dans des projets, des fois, on ne sait pas où ça peut nous emmener et tout ça, mais on se lance quand même dedans. Mais c'est être capable de tomber et se relever, c'est ça l'entrepreneuriat. Maintenant, moi, je voulais retomber sur ça, Ibrahim. Toi qui es le chef des conseillers d'entrepreneurs, comment toi-même de quelle façon toi-même tu entreprends en fait? Est-ce que tu écoutes tes conseils ou bien tu es un rêveur aussi quand tu entreprends? Parce que, outre le poste que tu as aussi des projets à côté. On parlait de Costiga tout à l'heure. Et hors caméra, on a parlé tout à l'heure aussi d'un bouquin même que tu envisages faire. Donc, comment est-ce que tu écoutes tes propres conseils ou est-ce que des fois tu te lances comme ça dans le vide? Il y a deux aspects là-dedans. Avant d'arriver à cette étape de regarder le conseil, je pense que j'ai toujours fonctionné sans nécessairement écouter des conseils. C'est d'ailleurs ce juste milieu-là que je cherche maintenant à tracer à travers une documentation, à travers un ouvrage que je vais ressortir en fait le mix à avoir entre les deux, parce que l'entrepreneur a une composante de risque, de rapport au risque qui est très élevé et qui doit être conservé. C'est un rapport au risque élevé parce que le risque, c'est la condition de tout succès. En économie, on dit que c'est en finance, c'est le risque qui est rémunéré. Quand on fait de l'investissement, la hauteur du risque ou même du placement, le gain est à la hauteur du risque. Donc, le rapport au risque, il doit rester. Mais les conseils dans une société où l'économie entrepreneuriale est structurée, comme le Canada c'est très organisé, c'est très structuré, ça devient très intéressant de savoir parce que ça peut te faciliter des choses. C'est pas le système ni les conseils qui vont faire de toi nécessairement l'entrepreneur aguerri, mais ça peut t'aider à réduire le risque, à faciliter l'accès à certaines choses. Et ça, un entrepreneur, c'est la gestion des coûts aussi. Donc tu peux réduire les coûts avec ça. Et en réduisant les coûts, ça augmente les marges. Donc, et aussi, aujourd'hui, avec du recul, j'ai fait la nuance, et dans mon livre, j'en parle, entre être entrepreneur et être entrepreneur. C'est vraiment la nuance avec du recul. C'est vraiment Attends, tu as dit quoi? Être entrepreneur, je vais l'expliquer très bien dans mon livre, l'entrepreneur et l'entrepreneur. Je l'aborde pour expliquer la différence. À l'époque, je pense que nous étions des entrepreneurs.
c'est totalement une nuance. C'est-à-dire que l'esprit d'initiative, c'est une chose. Mais démarrer une entreprise, c'est une autre chose. On a beaucoup de gens, et j'ai le temps de le valider parce qu'on accompagne 500 entrepreneurs par année. On a un concours de bourses données où on offre jusqu'à $25 000. Et l'année passée, on en a reçu jusqu'à 900 candidats. Donc, j'en reçois des profils d'entrepreneurs. J'ai aussi fait des études d'impact sur la vie des entrepreneurs et ça me donne une lecture réaliste que je peux prendre pour confronter à mes réalités personnelles et à mes études parce que j'ai étudié aussi vraiment une carrière reliée à l'entrepreneuriat. Moi, mes études au Canada, j'ai commencé par le lancement d'entreprise, j'ai fait un programme de Sirossi Canada accompagnement entrepreneurial, j'ai fait un DSS sur la gestion d'une entreprise et j'ai fait une maîtrise en administration d'entreprise. Wow. Et là, l'année passée, j'ai fait 2 certifications au HEC sur l'empathie entrepreneuriale dans le processus d'accompagnement. Non, mon vieux, tu connais papier. Je suis en train de faire une certification en intelligence d'affaires actuellement et leadership. Wow. Tout ce que j'étudie, tout ce que je fais est relié à l'entrepreneuriat. Donc j'essaie de comprendre l'économie entrepreneuriale. L'entrepreneuriat comme au cœur d'une économie. Quelle est sa capacité d'impact? Quelles sont les politiques entrepreneuriales et comment j'ai développé une politique entrepreneuriale, comment les déployer, comment mesurer. Donc ma réflexion vraiment au sujet de l'entrepreneuriat, c'est un sujet d'intérêt et de curiosité intellectuelle pas possible. Donc dans les pratiques, et j'observe les gens, je le confronte à la littérature et mes propres expériences personnelles. Et c'est pour tout ça que j'ai décidé de sortir un livre qui va remettre en valeur les intelligences culturelles dans l'entrepreneuriat. Et ça va être plus des approches, les méthodes d'accompagnement d'inspiration africaine. Comment, plus spécifiquement les entrepreneurs qui sont originaires d'Afrique, l'impact de leur culture dans leur processus entrepreneurial, comment ils peuvent en faire un levier pour réussir et dégager là-dedans des grands chantiers, même d'utilisation politique par les gouvernants en Afrique. C'est ça que je suis en train de développer. Donc, pour te dire, c'est tout, on fait tout. Mais avec de la rétroaction, ce que je faisais avant, c'était de l'esprit. Ce n'était pas nécessairement l'entrepreneur en tant que tel. Parce que l'entrepreneur, c'est la personne qui a l'esprit d'initiative, mais qui a un intérêt court terme, tendance multiservice. Tu vas le voir, il démarre aujourd'hui, il saute de coq à l'âne. Il fait tout à la fois. Et puis, c'est brûle ses énergies. Il utilise ces mêmes ressources. Il brûle ses cartes, il ne comprend pas pourquoi. Ça roule pas, et pourquoi ça ne roule pas. C'est de moi qu'on parle. Donc, mais ça, je pense que c'est beaucoup de personnes. Parce qu'ils ont des idées, ils sont envahis par leurs idées. Et même la capacité à contrôler les idées, c'est un problème chez les entrepreneurs. Et la plupart de nos communautés, c'est des entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu dans des environnements d'insécurité où il faut développer des habiletés de survie. Exactement. Et le fait que les gens ont développé ça dans des environnements comme ici, ça se qualifie d'initiative entrepreneuriale. Alors qu'en Afrique, on va dire, je me débrouille. Je me cherche, Voilà, je me cherche. Et les gens ils disent, qu'est-ce que tu as pour moi? Tout ce que tu as comme opportunité, ça m'intéresse. Ça ne marche pas. Tu arrives au Canada, moi j'ai travaillé aussi dans le secteur de l'employabilité. Et quand on recevait les gens qui arrivaient, les demandeurs de ceux qui étaient en recherche d'emploi, ils sont référés, quand ils tombent au chômage par exemple, Emploi Québec nous les réfère pour qu'on les aide à trouver un emploi. Ou les nouveaux arrivants. Mais bien qualifié, tu lui demandes qu'est-ce qu'il veut faire. Il dit que tout ce qu'il trouve, il veut faire. Voilà un problème. Mais c'est ça. Il choisit rien. Voilà. Il est tout terrain. Il se cherche, mon gars. Il est tout terrain. Mais oui, mais ça se comprend parce que tout terrain. On fait pas moi, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tout ce que les gens, ils rentrent dans un emploi, il a trouvé un emploi, il veut rien. Les concours, chez nous. Les gens appliquent 6, 7, 8 concours. Ben oui. Même si l'application ouais, le domaine. Ben oui, il a qu'à rentrer son. Alors que si tu fais ça dans une économie organisée en écosystème, une économie sectorielle au Canada, tu te brouilles et ta capacité à te développer devient difficile. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fonctionner beaucoup plus. Tu choisis un secteur que tu aimes et puis tu te perfectionnes et là tu te développes. Exactement. Et puis nous, moi j'ai commencé avec le conseil en information, l'information entrepreneuriale. Après j'ai fait agent de sensibilisation entrepreneuriale. J'étais conseiller en développement entrepreneurial, on est devenu chef de service et puis directeur des opérations, directeur général aujourd'hui. Tout ça là, c'est un entrepreneuriat. Ça te donne lecture de l'entrepreneuriat immigrant, lecture de l'entrepreneuriat jeunesse, lecture de l'entrepreneuriat adulte, l'entrepreneuriat comme option de carrière. Je l'ai mentionné comme ceux qui entreprennent parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Et aujourd'hui, on parle de la réussite entrepreneuriale globale donc, et l'utilisation des services publics pour nous. Il faut vraiment choisir ces domaines et malheureusement, nous... Mais c'est ça, c'est comme nous, on a ce problème. Mais toi, Denkes, par exemple, on a hérité d'un système, je veux dire, un système d'enseignement général.
Parce que chez nous, l'enseignement technique, c'est pas quelque chose qui a été longtemps beaucoup développé. Mhm. Donc tout le monde vient d'un système qui découle d'un enseignement général où tu as appris à tout faire, ou du moins à savoir qu'on peut tout faire. Mhm. Tu vois, contrairement à la société où tout est structuré, organisé, tu vas trouver des jeunes qui n'ont pas notre culture générale à nous parce que très tôt, il s'est spécialisé dans un domaine et il est excellent dans ce domaine-là. Ils s'en foutent de savoir comment coûte la tomate, comment ça fonctionne, comment on produit la tomate, comment est-ce qu'on cultive. Lui, une seule chose, il sait, il est dans la logistique. Donc, comment envoyer un conteneur à partir du port de Vancouver ou de Montréal, le gars, c'est un expert. Tu vas voir le type là-dedans, il est chine dedans. Mais demande où se trouve à la banane, c'est pas où c'est. Comment on plante la tomate? Mais est-ce que c'est un arbre ou quoi? Je ne pose pas de question. Voilà, c'est vrai. Parce que nous, on a tout notre système. Écoute, moi, par exemple... On a un problème d'orientation. Exactement. C'est ça, en fait. On a un problème d'orientation. Je ne voulais pas dire comme ça, mais... Ben oui, c'est ça. On a un problème d'orientation. Il y a beaucoup qui... Je n'aurais pas dit comme ça. Mais à un moment donné, quand je donnais à l'époque, je faisais des conférences quand j'étais en Afrique et puis quelqu'un me demandait c'est quoi le problème de l'Afrique? Pourquoi? J'ai dit non, mais on a un continent qui tue les talents. Tu comprends? On sait très bien que ce gars il est talentueux. Tout le monde voit le talent qu'il possède. Mais tu ne vas jamais trouver des structures pour l'accompagner à son talent. Puisqu'il ne rentre pas dans notre système d'enseignement général, ce n'est pas un génie, lui c'est un bon dessinateur. Exactement. On va l'exclure de l'école. Parce que ce n'est pas un bon philosophe, il n'est pas bon en dictée. Mais lui, on trouve que c'est un échec. Tu comprends? Il ne va pas réussir la vie, automatiquement il est catégorisé comme ça. Exactement. Alors qu'il a sa place 1000 fois de la société. Et ceux qui le connaissent, ils peuvent l'enseigner lui, être même un professeur de dessin, et même meilleur encore. Mais en autre temps c'était comme ça, mais est-ce que c'est pas différent maintenant? C'est différent maintenant. Aujourd'hui, je te prends un exemple comme ça en Côte d'Ivoire. Un exemple facile. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a des personnes qui sauront être instituteurs, ils sauront faire le concours pour être instituteurs, mais ils n'aiment pas. Hein. Mais quand ils sont admis, ils vont pas au travail. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas. Ok. Ils veulent rentrer dans l'administration, mais ils ont choisi un concours qu'ils veulent pas en fait. Qu'ils aiment pas. Ils veulent être fonctionnaires. Ils veulent être fonctionnaires, mais ils ne veulent pas aller. Quand on dit va dans un petit village, on va dans un petit village pour être instituteur là-bas. Il veut pas. Il n'a pas la passion. C'est plutôt la sécurité qu'il recherche. C'est ça, c'est la sécurité de l'emploi. La sécurité de l'emploi, ils recherchent ça. Mais aussi, c'est qu'ils ne veulent pas partir là-bas, ils veulent rester à Abidjan forcément. Ok. Tu vois, et ils ne vont pas. Ils vont pas au travail. Ils ne se sentent pas épanouis. Voilà, ils ne se sentent pas épanouis, mais pourtant, tu as choisi ça. C'est pour ça qu'ils ont un point d'orientation. Si tu n'aimes pas, tu ne vas pas là-bas. Non, ils ne choisissent pas. Tu vois, non, mais le choix, c'est un choix de survie. C'est un choix de survie. C'est ça la différence. Le problème, c'est qu'on ne va pas où on a notre passion. On ne va pas là où on a le talent. On veut d'abord se sécuriser. C'est la première chose qu'on veut d'abord. C'est l'entrepreneuriat, c'est la survie. C'est la survie qui... Ben oui, c'est le système aussi. Le système te demande ça parce que quand tu sais que je suis bon, je suis un bon comptable, que tu sais que c'est dur pour rentrer là-bas pour être comptable, il faut connaître le boss d'une banque pour pouvoir truc. C'est difficile pour toi. Déjà, tu te mets une barrière. Tu te dis, moi, je ne vais jamais être comptable parce que pour rentrer dans ce domaine-là, il faut connaître des personnes, il faut avoir des bras longs, comme on dit chez nous. Donc, c'est mieux que je vais aller être policier. Mais cette histoire-là des bras longs, des gens qu'il faut connaître, c'est vraiment intéressant. Moi, tu sais que moi, à l'époque, quand je voulais rentrer à Top Visage, je suis allé, parce que je m'étais promené un peu Bamako, Ouaga, et puis tout partout. Et puis quand je me suis dit, tiens, Top Visage, c'est un journal que j'aime bien. J'aimerais écrire ce journal-là. Tu vois, moi, je ne connaissais personne. Quand j'arrive à la rue du commerce, au plateau, et puis j'ai dit, tiens, c'est ici le ciel du journal Top Visage. Il faut que j'essaie de déposer mon CV pour montrer aussi ce que je sais faire. Et puis donc, je donne mon CV et tout ça. Et je demande à rencontrer le directeur, monsieur Tonga Beyi, Emmanuel Tonga Beyi, qui est le directeur de publication, qui avait travaillé avant Fontaine, Matin et tout ça. Donc, je cherche à le rencontrer, puis je me reçois tout ça. Il dit, mais tu as déposé ton CV, tu veux écrire pour le magazine et tout. Je dis, oui. Je dis, mais est-ce que tu as de l'expérience dans le domaine? J'ai dit, ouais, j'ai quand même un peu d'expérience dans le domaine et tout ça. Il dit, mais tiens, je vais te faire un essai, tu vas m'écrire un papier et puis je vais voir. Je pense que mon premier reportage à l'époque, c'était sur Issa Sanogo. Issa Sanogo, ouais, oui, Banana,
Je t'avais parlé d'un artiste, ça, Sanogo, qui est... C'est vrai qu'il était en prison. Il était en prison, Oui, il a fait un clip, puis après il est mort. Il est mort par oui, je vois. Aussi avec la drogue et tout ça. Il parlait beaucoup Voilà, c'était un talent. Gros talent. Et puis un peu insaisissable. Et puis voilà, c'est... Donc mon premier papier c'était sur Sanogo. Et puis quand je viens, je laisse mon papier. Tu vois, moi j'attends ce qu'on me dise que bon, tu as bien fait, tu n'as pas bien fait, il y a ça qui est là, ça qui est là. Non, j'ai pas d'appel. Donc le jeudi, j'achète le journal, le magazine Toi Visage, j'ouvre le magazine, mon papier est là-dedans, et puis ça Sanogo et tout. On m'a un peu informé qu'il y avait un article disant, pour moi, on m'a donné un truc, mais c'est là. Donc, directement, j'étais dans le journal, tout ça. Mais après, les gens m'ont posé la question, mais comment ça, tu connaissais le boss là-bas? Comment ça fait ton pays? J'ai dit non, c'est un BT, moi, c'est un du là. C'est juste que je suis juste passé, et puis j'ai déposé mon dossier comme tout le monde. J'ai entrepris, je ne me suis pas posé la question, est-ce qu'on me connaît ici, on ne me connaît pas, est-ce qu'ils vont me prendre? Non. Et puis c'est comme ça que tu es rentré à Toi Visage. On a les deux. Mais c'est ça, parce qu'il y a des personnes comme ça qui ont cette audace-là de partir, même si on dit ceci, cela. Il y en a qui se mettent déjà la barrière, qui se disent, de toutes les façons, même si je vais taper poteau, comme on dit, tu comprends. Donc ça sert à rien de même partir tenter ma chance. Mais il y en a qui sont audacieux. Et puis je pense qu'aujourd'hui, ça commence à changer, les gens commencent à être de plus en plus audacieux. C'est un sujet très très intéressant. Je vois que Ibrahim même qui avait des doutes sur le podcast là. Il commence à... Non mais le podcast il commence à vraiment rentrer dans la discussion. D'une journaliste, je ne sais pas si c'est une journaliste ou c'est... C'est Yasmine Rila. Épisode 10. En fait c'était le dernier épisode. Voilà, une star de télé à Yasmina. Et puis, pour les gens qui vont écouter vont écouter ce qu'elle a dit, j'ai dit à Moussa, écoute, moi je ne peux pas venir parler de ça. Tu es en train de parler avec des stars. Moi, non, c'était le dernier épisode. Pour clore la saison, il fallait enjoy. Il fallait un invité qui va venir nous mettre. Vous voyez qu'en réalité, même une heure, même en réalité, ça ne suffit pas. Non, une heure, ça ne suffit pas pour débattre autant en famille. Ouais, il y a des points que vous avez dit par rapport au réseau. Il faut comprendre que dans n'importe quelle société, on a toujours les deux. On a toujours les deux faces, vous allez les trouver. Ce qui est souvent discuté, c'est la tendance. Sinon, tu as toujours trouvé du monde qui vont travailler sur la base de tes compétences, ils vont te recruter, tout ça. Mais si on sent que la tendance est beaucoup plus de connaître quelqu'un, c'est une chose. L'accès au réseau, même au Canada, c'est important. C'est la clé de votre réussite. En fait, c'est que ça va de pair. Nous, on a fait une étude d'impact récemment pour savoir quels étaient les défis auxquels les gens étaient confrontés. On pensait que c'était le défi financier. Dans notre rapport est sorti, l'accès au réseau était les premières préoccupations de nos clients. Ils viennent chez nous pour ouvrir leur accès, accéder à d'autres réseaux. Parce que ça, c'est la clé. Donc, en Afrique comme ici, c'est partout dans le monde. Maintenant, c'est comment l'accès doit se faire. C'est ça, en fait. Donc, il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus le réseau politique qui détient l'économie. Et dans d'autres, c'est le réseau d'affaires. Donc, un peu comme ici. Voilà, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça, en fait. Qu'est-ce que vous pensez de l'expression qui dit que connaissance est mieux que diplôme? Voilà. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Non, mais les deux vont ensemble. Ouais, ça va ensemble. Les deux vont ensemble. Moi, je pense que c'est important de se former, mais c'est important, comme il a dit aussi, de développer un réseau. Donc, plus tu as un réseau, c'est un peu comme... tu sais, quelqu'un m'a posé la question une fois, pourquoi est-ce que tu prendrais un billet en première classe? J'ai dit, mais parce que c'est une question de réseau. Si je voyage en seconde classe, je vais rencontrer les gens de seconde classe. Mais si je voyage en seconde classe. Non, si je faut dire quoi au moins. Faut dire quoi. C'est ça. Au moins, c'est ça moins mal et tu la seconde classe. Lui, c'est la première classe. Tu ne vas pas nous rencontrer dans non, mais il va voir la première classe. Lui, jamais, j'ai jamais fait même ça. Quand tu vas en première classe, il a terminé non, la sixième. À la deuxième classe. Tu rencontres aussi les gens de première classe, tu comprends? Ça veut dire que tu es un entrepreneur, tu as une vision. Tu sais que si je rentre en première classe, je vais trouver celui qui est. Peut-être que moi, je suis dans le domaine de l'aluminium. Je rencontre quelqu'un qui a un magasin de distribution, ou je suis dans le bon mois, et puis je rencontre quelqu'un qui a des magasins. Peut-être, je ne vais pas citer des marques là, mais il y a des magasins qui ont pignon sur lui. Donc, il y a toujours des opportunités d'affaires qui s'écrivent à travers les réseaux. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est de fréquenter des milieux qui même ne sont pas forcément notre milieu naturel. Quand on va à des rencontres, par exemple, des idées gala, c'est vrai, ça coûte cher souvent, mais en même temps, notre but, c'est de tisser des liens et qui peuvent amener des liens de coopération qui peuvent amener, une fois ma structure a collaboré avec d'autres structures, ce sont les marchés que je vais chercher comme ça, parce que
Et ça sert aussi à ça. Donc, d'où l'idée de connaître, comme tu disais, c'est important. Et puis l'idée de se faire former aussi, c'est pas mal. Et puis, vous savez que jusqu'à culturellement, par exemple, chez les Mossi, depuis dans l'ancien temps, ils parlaient déjà du réseau. Il y a une citation à Moré qui dit que Mineb sont mitenga. Connaître les gens dans un pays vaut mieux que de connaître le pays lui-même. Mon vieux, tu peux répéter encore? Mineb sont mitenga. Ok. Connaître des gens dans un pays vaut mieux que connaître le pays même en tant que tel. Ok. Donc ça c'est nos ancêtres là qui avaient déjà parlé, enseigné sur l'importance du réseau. C'est parce que souvent on fouille pas, c'est pas nouveau là la question du réseau. Ça, le relationnel, nos ancêtres nous l'ont déjà enseigné, tout ça, ça existait dans les proverbes. Okay. Si vous voulez comprendre la science africaine, il faut interpréter les proverbes. Tu sais, moi, c'est quoi la seule phrase en Moré que je connais? Ah bon, c'est la seule phrase? Non, moi, la seule phrase, n'a pas me faudre. Ah non. Moi, c'est la seule. Ça dit quoi, n'a pas me faute? Tu as choisi la version violente là. Non. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Au moins, tu viens de développer mon vocabulaire en Moré. Il faut aller plus loin. Si tu veux comprendre le Moré, il faut aller plus loin. Les citations. Ouais, te frapper. Donc, ok. c'est pour dire que eux, depuis ce moment, ils savaient que le réseau est important et jusqu'à aujourd'hui encore, on nous enseigne l'importance du réseau. Ouais. Et écoutez, malheureusement, le podcast touche à sa fin. J'aurais tellement voulu continuer encore ce débat-là. Non, moi, j'ai une question pour Denkes. Je veux savoir aujourd'hui, vu que tu es écrivain, là, tu as combien de livres? Il a dit tout à l'heure. Peut-être que lui, c'était les Ouais, il était aux toilettes. Il était aux toilettes tout à l'heure. Oui. On a déjà parlé de ça. Il était allé aux toilettes. Non, c'est que j'ai fait sortir 2 romans, 2 livres, disons. Parce que le troisième, celui qui était collectif, ça ne compte pas. Mais personnellement, en solo, il y a eu Pastis et Vertige amoureux, qui est un recueil de poèmes qui fait 200 pages, qui parle à peu près de, comme j'ai dit, des vicissitudes de la vie, le péché, la mort, le remords, ça c'est la première partie. Et puis la deuxième partie, c'est vertige amoureux, ça parle des différents vertiges. C'est pour ça qu'on te dit de te retenir. Voilà, et puis le deuxième. Il faut te retenir. Tu obliges l'audience à répéter des trucs et tout. C'est pédagogique. Et puis le triangle qui parle de, c'est un roman d'aventure, historique, policier en même temps. Avec une belle histoire d'amour derrière quand même aussi. C'est ça que R, c'est ça. Le triangle de Pierre. C'est la page là que tu dois nous envoyer là, c'est quel numéro? Quelle page? Oh ben il y a plusieurs pages déjà. Il y a une page que tu dois nous envoyer pour que moi j'envoie ça à quelqu'un. Sur ce, je vais vous demander un mot de la fin chacun. Habituellement, le mot de la fin, c'est un petit conseil aux jeunes auditeurs, même ceux plus âgés, qui en fait, des conseils, des informations que vous voulez donner au travers de ce podcast-là, en fait. Donc, je vais demander à Ibrahim d'abord un mot de la fin, et puis après, on va demander à notre cher écrivain, Denkes. Même si tu es un écrivain aussi. En fait, on a 2 Camerounais écrivains. Mais on est 2 Camerounais. Moi, c'est qui me fait cette Camerounais. Je vais être le futur. Mais tu as écrit ou bien tu vas écrire? J'ai écrit, mais c'est pas sorti. Donc tu es un écrivain? Non, mais c'est pas sorti. Oui, il faut publier d'abord. C'est pas encore publié. Donc, en fin d'année, d'ici la fin de l'année, ça va être publié. Inch'Allah, comme il est dit, Inch'Allah. Mais un mot de la fin, je peux simplement dire, en tout cas de par mon expérience, par le travail et par ce que je vois de l'économie canadienne et burkinabé, africaine de façon générale, c'est dire aux gens qui sont au Canada, qui sont d'origine africaine, de voir dans leur propre culture, dans leurs habitudes, il y a des éléments distinctifs qui vont constituer leur identité, leur force, et puis de savoir qu'ils peuvent réussir avec cette culture-là. Mais quand tu arrives dans un environnement comme le Canada, c'est beaucoup plus comprendre comment ça fonctionne, avoir la curiosité de comprendre le fonctionnement, de voir comment je peux saisir l'opportunité ici, parce que ce qui arrive, c'est qu'on devient des gens qui ont une double opportunité d'affaires. On peut faire les affaires en Afrique, on peut faire les affaires ici. Donc, on ne dit pas d'abandonner ce côté africain-là, parce que quand tu retournes en Afrique, c'est ça qui constitue ta force. Tu vas même réapprendre. Parce que, mais ici aussi, ce que tu as appris, ça va être un avantage. Donc, tu peux avoir de l'innovation quand tu pars entreprendre en Afrique, et tu peux innover à partir aussi de ta culture au Canada, en réformant le marché aussi canadien, la façon de fonctionner. Donc, c'est d'être conscient simplement de cette double identité en affaires, c'est important. Et puis de savoir à quel moment je l'utilise, je suis devant quel marché, et puis je vais mettre en valeur quoi pour pouvoir réussir. Mais de se dire que la porte est ouverte, qu'il est possible, et que les ressources publiques, l'État prélève beaucoup de taxes. Quand vous voyez dans vos pays, là, c'est pas pour rien, c'est pour redonner des services publics. Donc quand ils lancent des services publics, il faut en saisir.
Parce que c'est pour ça que il y a trop de taxes à payer. Mais c'est ça, nous, on nous tue. C'est les médias. C'est pour En ça. Afrique aussi, là, on ne paye pas beaucoup de taxes. Si c'est pour ça, on enlève l'argent là. Ah! Il y a des reprendre mon argent. Non, faut utiliser. Mais c'est ça, il y a des reprendre. Tout le monde contrôle le système public en Afrique et ne paye pas. C'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas de service public. Exact. Donc, l'État, c'est pas compliqué là. C'est dans les taxes qui lèvent les fonds. Et puis après, le reste, c'est un jeu de répartition et de réinvestissement équilibré. Donc, c'est ça que je peux dire. Double identité, un avantage, saisissez. Et si vous pensez à l'entrepreneuriat, pensez à entreprendre ici. Yes. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous pour l'invitation. Merci. Le gars des caisses. Je vais aller dans le même sens que Ibrahim pour dire que vivre au Canada, c'est avoir la chance de naviguer en deux cultures, en deux mondes. Et puis c'est un beau métissage. Il faut saisir cette chance-là d'aller chercher dans toutes ces sociétés-là d'où on vient, trouver le meilleur de chaque monde. Voilà, partout il y a des défauts, partout il y a des qualités. Donc il faut garder en chaque société, tirer le meilleur de chaque société et puis pouvoir faire une force. Voilà, quel que soit le domaine dans lequel on va opérer, que ce soit dans le domaine de la pharmacie, le domaine de la vente au détail, le domaine de... Peu importe le domaine dans lequel on va œuvrer, il faut se servir du meilleur de chaque monde. Voilà, on a cet avantage-là pour pouvoir quantifier et prospérer, quoi. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. Le Canada, c'est sans fin. On peut venir des différents horizons et puis se faire sa place ici. On peut évoluer partout. Il n'y a pas de limite. Voilà, c'est une société qui ne se ferme pas, qui ne nous ferme pas les portes. Donc, il faut pas se donner soi-même des limites, quoi. Okay. Ouais. C'est sur ça que je voulais intervenir. Ça me fatigue parce que, sincèrement, j'aurais bien aimé que cette discussion-là continue. J'avais d'autres questions. Micro. Ouais, peut-être que ça mérite un autre épisode dans la prochaine saison. On sait pas. Trop de questions. Non, on a trop de questions. Moi, j'ai même pas eu ma question sur les griotismes, les Diawarais et les griots là. Non, en fait. C'est un griot de Tambolin. Non, c'est pas ça. Pour moi j'ai toujours dit que c'est l'invité qui fait l'interview en réalité. Dans le sens où, en fait, moi, quand l'invité donne une bonne énergie, l'énergie est bonne. Il faut qu'on plante le décor. Il faudrait que les invités soient. Quand les invités sont cool, nous on est bien. Parce qu'on a déjà eu des épisodes où c'était très calme, plein de trucs où finalement les questions n'allaient pas parce que en fait l'invité lui-même il n'était pas trop... J'ai remis mes mots. L'invité était calme. C'est une énergie réciproque. Donc si là je donne l'énergie comme ça, c'est parce qu'en fait en face de moi, on a des personnes qui projettent une bonne énergie. Exactement. Donc, mesdames et messieurs, encore une fois, comme on vous le disait, vous êtes bien à RDF. Et donc, ici, Moussa Slim Kaboré. Voilà, donc on change de nom de famille maintenant. On va prendre des Camerounais de Denkès, on va te donner. Voilà, je pense son Kaboré là. Mais le Camerounais, c'est un cas. Hein. Oui, le Kaboré c'est un cas. Donc écoutez, j'imagine les auditeurs, vous êtes là, vous avez envie de continuer. Nous aussi, malheureusement, on est avec des personnes occupées aussi qui ont une vie, plusieurs vies même, comme vous l'avez entendu. Et aujourd'hui, on a eu la chance de les avoir avec nous. Merci encore à vous. Et on espère pouvoir se retrouver pour un prochain épisode. En attendant, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à aller liker, commenter, partager nos vidéos. Allez sur notre Spotify, sur notre page YouTube, visitez le site de la Maison de l'Afrique, venez louer, faites vos événements, parce que la Maison de l'Afrique c'est un espace aussi où on organise des événements, ou un espace qu'on loue aussi. Allez sur la boutique en ligne. Bon, on n'a jamais assez dit ça, hein, mais encore une fois, mesdames et messieurs, merci de nous écouter. Et big up à vous. C'était RDF. Réunion des familles. Bless la famille. RDF. Assalamu alaikum. Ça c'est hors caméra. Ma présidente ne va pas être contente de savoir que tu es le nom président, donc c'est directeur général. Mais oui, donc, absolument. Quand on en parle, ta façon de parler, c'est seulement les griots qui font ça. Donc, ça peut dire que par rapport à l'entrepreneuriat, on a notre culture à nous. RDF.